mental. Il y a des personnes qui ont des soucis qui ne peuvent pas venir. Donc, je voulais vous dire aussi que par rapport à la séance précédente, il y a 5 personnes qui se sont désistées. Donc, d'autres personnes vont se présenter, comme nous avions fait à la première séance, des personnes qui arrivent. Donc, Madame Isabelle Blouet, est-ce que vous êtes là? Ah oui, mais c'est vous du coup, voilà. Alors, présentez-vous, Madame. Ah oui, mais il vous faut un micro, on va vous en donner un. Bonjour, alors moi je suis Isabelle Blouet, j'habite un petit village qui s'appelle Nizas, près de Samatan. Et oui, c'est Samatan, d'accord. Voilà, donc la commission consultative citoyenne, ça m'avait intéressée parce que j'étais allée au cinéma à l'Olympia lors de la présentation du film Le goût de la politique. Et donc du coup, j'ai trouvé que cette initiative était excellente de pouvoir d'associer en fait les citoyens aussi aux décisions prises au sein d'un département. Et voilà, donc j'ai été appelée hier en renfort suite à un désistement. Voilà. Oh ben, merci. Donc je vous présente Philippe Brett, qui est aussi un élu référent à la participation citoyenne. Et l'autre élue qui s'appelle Madame Lafont s'excuse, elle n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Voilà. Donc il y a Monsieur Georges Forger. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Ah, c'est celui-là, c'est mieux. Pas celui-là. Pensionné d'État, retraité donc, Occitan et Gersois. Que dire de plus? Tourner vers le passé, c'est pas intéressant. Tourner vers l'avenir, je suis là, j'ai ce bonheur. Je suis assis là en plus. Bonjour, je m'appelle Didier Jacques, je suis de Pessan, donc tout près d'ici. Je fais de la gestion de patrimoine et donc je suis toujours intéressé par ce qui est finance, que ce soit même au niveau du département, de la région. Voilà. Florent Leclerc, j'habite à Sampesser, un petit village qui garde la frontière avec la Nouvelle-Aquitaine, dans le canton de Lectoure. Je suis journaliste retraité, mais actif. J'habite dans le Gers depuis 15 ans maintenant. Et j'ai toujours trouvé que c'était un endroit où on pouvait se montrer facilement actif dans des associations, prendre des responsabilités, etc. Donc j'ai vu sur Internet l'appel aux candidatures, j'ai rempli, et puis on m'a appelé pour remplacer quelqu'un qui s'était désisté. Ça me va très bien. Anne. Voilà, Anne, madame. Bonjour, je m'appelle Anne Valentini, j'habite à Goutz, derrière Fleurance. Je suis demandeur d'emploi et je suis ici parce que je pense qu'un maximum de citoyens et citoyennes qui participent à ce genre de commission est primordial pour la démocratie. Merci. Voilà. Bienvenue. Voilà. Donc, on vous
on vous avait envoyé le règlement intérieur de la commission consultative. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des éléments à faire remonter? Oui. Je crois qu'une personne était absente la semaine dernière, le mois dernier. Ah oui. On va lui laisser. On va lui laisser la parole, pardon, oui. Bonjour, du coup moi c'est Laurine Lafitte, je suis donc de Auch, je suis étudiante à Toulouse, je fais un DE-CESF, donc c'est conseillère en économie sociale et familiale. J'ai déjà pu faire partie du conseil général des jeunes quand j'étais petite au collège. Et c'est vrai que cette initiative, je pense qu'elle peut se poursuivre avec la commission des 3C. Voilà. Très bien. Vous avez besoin de faire des stages, j'imagine, en tant qu'étudiante en... Oui. Si vous avez besoin, vous viendrez me voir parce que moi, j'en prends toujours des stagiaires. Je suis plus en recherche d'emploi qu'en stage. Ah, vous avez fini votre formation? Oui, bientôt. Il y en a aussi. Vous venez me voir aussi. J'en cherche. Merci. Laurine, c'est ça? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'ai d'autres candidates. Bonjour à tous, alors je m'appelle Delphine, j'ai 17 ans, j'habite à Aubiette et je suis à Aubiette. Et je suis lycéenne au lycée Pardaillan à Auch. Voilà. Je me suis inscrite à cette commission sous conseil de ma belle-mère qui a déjà fait partie du département. Donc je trouve cette initiative formidable pour les jeunes et les autres qui veulent avoir un semblant de la vie politique. C'est un sujet qui m'intéresse notamment beaucoup parce que j'ai abordé cet axe-là en EMC cette année et j'envisage des études dans la politique, évidemment. Vous êtes dans quel lycée à Auch? À Pardaillan. À Pardaillan. Je me souviens plus parce qu'il me semble que j'étais venue à Pardaillan. Vous n'étiez pas dans le petit groupe d'élèves que l'on avait reçu. Vous ne faites pas partie du conseil de vie lycéenne ou... Non, j'en fais pas partie. D'accord, parfait, mais je suis ravie que vous soyez là. Merci Delphine. Merci. Bonjour, moi c'est Nicolas Ovas, j'étais pas là non plus la fois dernière. J'ai 22 ans, j'habite à Florence. Dans la vie, je suis préparateur logistique et donc c'est un nouvel environnement pour moi que j'ai hâte de découvrir. Je crois qu'on va continuer. Bonjour, je suis Delphine Merzignac et donc j'habite à la gare de Fimarcon à côté de Lectoure. Et la dernière fois, je n'ai pas pu participer parce que j'étais suppléante et on m'a appelé la veille pour passer titulaire. Je trouve la commission que c'est une très bonne idée de faire participer les citoyens. Merci. Donc bonjour à tous, je suis Julie Darré, j'habite à Auch depuis 2 ans et j'ai repris mes études donc en alternance sur Toulouse et je suis gestionnaire de paye dans une agence d'intérim à Auch. Et donc j'ai décidé de participer à cette commission pour essayer de trouver des solutions au niveau de l'emploi sur Auch, ce qui était possible de faire aussi, et aussi pour participer un peu plus à ce département que j'affectionne depuis 2 ans. Bonjour, je suis Mélodie Annest, j'habite Eauze. Je suis animatrice des réseaux de solidarité au Secours catholique. Et donc j'étais absente à la dernière commission pour raisons professionnelles. Il me semble que je vous ai déjà rencontré. Vous n'étiez pas à la réunion l'année dernière à Mauvezin sur... Voilà, très bien, sur les associations, les bénévoles, voilà, très bien. Voilà, donc, oui, monsieur Christian Lorbat. Voilà, je m'appelle Christian Lorbat, j'habite à Aveyron-Bergel, c'est près de Nogaro. J'étais absent la semaine dernière. Je suis retraité. J'habite depuis 7 ans à Aveyron-Bergel et je suis tombé amoureux du Gers après 30 ans en Belgique. Voilà. Là, je vous comprends, mes parents habitent à Aignan, je connais bien le coin. Ah bon. Et c'est bien. Ah, c'est superbe. C'est superbe.
Bonjour à tout le monde, je suis Anthony Mouchet, j'ai 31 ans. Je vis sur Saint-Michel, à côté de Mirande, depuis maintenant 2 ans. Donc je suis un nouveau résident quand même de cette commune. Je vivais sur Prégnant avant cela. Je n'ai pas pu assister à la première réunion. J'avais l'anniversaire de ma petite fille. Alors malheureusement, c'est vrai que j'étais assez motivé pour y participer, mais il y a des éléments pour lesquels on ne peut déroger. Sinon, pour me présenter un peu plus, je suis fonctionnaire territorial, sans faire de lobbying au sein du Grand Auch Cœur de Gascogne. Voilà. Donc je suis content aussi de participer aujourd'hui à cette seconde consultation. C'est moi. Ah oui, voilà, d'accord. Oui, c'est pour ça que je le précisais aussi. Non, tout était... Attends. Exactement. Bonjour à tous, je m'appelle Cilia Fitan, j'ai 18 ans et je suis actuellement étudiante en terminale. Je viens de Pouidraguin, un petit village à côté d'Aignan. Et moi aussi, je suis très contente de faire partie de cette commission qui met le Gers en avant et son développement. Voilà, merci. Donc, bonjour, Odile Lopez de Barros, j'habite Aignan. Depuis une dizaine d'années, je suis tombée red dingue du département, de la région, pour sa culture, sa gastronomie et surtout l'accueil. Et je trouve que cette commission est pleine de bon sens, de s'adresser justement aux citoyens locaux. Merci. Bonjour, je suis Robert Prouquet, je suis septuagénaire, pensionné de la fonction publique d'État et je m'intéresse depuis des dizaines d'années à tout ce qui touche la politique, le milieu associatif et surtout la laïcité. Voilà. Voilà, vous avez dit le mot qui m'a accroché, là, la laïcité. Je ne veux pas dire de bêtises, est-ce que ce n'est pas le 8 juin que nous avons au sein du département la journée de la laïcité? Donc par rapport à ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour participer à cette journée, c'est avec grand plaisir, n'est-ce pas? Pardon? Oui, avec en plus, voilà, une très belle intervention. Vous êtes les bienvenus. Si c'est le cas, vous vous adresserez à Elodie, là, si vous souhaitez participer à cette journée, on vous enverra une invitation. Je voulais vous dire aussi que mercredi, c'est le 7, la veille de la journée de la laïcité, nous allons aussi rendre compte enfin, c'est pas une enquête parce que c'est plutôt la prise enfin, ce sont les ateliers qui ont eu lieu sur tout le département par rapport à l'eau. Donc ça, c'est le 7 juin au département. Donc l'après-midi, il y a des ateliers sur l'eau et à 18h, il y a aussi la restitution de ce que les Gersois ont pu exprimer par rapport à cette problématique de la ressource en eau. Donc vous êtes aussi les bienvenus, soit à partir de 14h, soit quand vous pouvez de 14h à 18h, et ce n'est pour faire les ateliers, et ce n'est qu'à partir de 18h30 qu'il y a cette restitution sur le travail qui a été fait dans plus d'une dizaine d'ateliers sur tout le département. Voilà. Ensuite, si vous êtes intéressé par semaine très riche la semaine prochaine, si vous êtes intéressé par l'art contemporain, nous faisons vendredi soir à 19h le vernissage de Memento. C'est notre espace d'art contemporain qui se trouve aux anciennes archives départementales à côté du centre Cusin à Auch, derrière, pas loin de l'Hôtel de France aussi, juste derrière l'Hôtel de France. Voilà, ça c'est à 19h. Vous serez aussi les bienvenus. Alors, pratico-pratique, donc vous avez reçu
le règlement intérieur de cette commission. Est-ce qu'il y a des choses à faire remonter qui vous ont heurté ou moi, il y a eu quelque chose, donc j'en ai fait part au service, mais pour qu'on corrige, ou qu'on amende, oui. Oui, j'aurais une proposition à faire. Puisqu'on est une organisation modèle et démocratique, ça serait que quand on vote oui ou non, pour ou contre, mais qu'il n'y ait pas d'abstention. Ça serait par rapport au vote. Oui, ben on peut aussi mettre en place le vote majoritaire. Hein, d'un atelier. Ah oui, ben dans l'atelier numéro 4, il y a juste... Mettez-vous dans cet atelier plus tard. Parce que par rapport justement... alors, vous parlez de notre fonctionnement par rapport à la commission consultative ou vous parlez pour le budget participatif sur lequel on va travailler tout à l'heure? Le fonctionnement de notre de l'Assemblée. Organisation. Puisqu'on n'est qu'une organisation. On n'est pas une instance, on n'est pas une institution. Ouais. Donc, on peut définir nous-mêmes nos propres règles. Je peux intervenir là-dessus, hein. Je pense que c'est pas tellement démocratique, ça. Que je pense qu'il faut des gens qui s'abstiennent, quoi. Des oui, des non et des gens qui s'abstiennent. Pour ma part. L'abstention est un vote, oui, ça ne me choque pas, mais bon. C'est vous qui décidez, hein, on va voter pour ça. Oui, j'avais deux remarques. Une sur la forme. Je pense que ça a été vu. La numérotation des paragraphes, ça dérape après 7.4. On passe de 8 à 7.3.1, etc. Il y a un problème. Je suis le seul à l'avoir vu. Si, vous l'aviez vu. Si je peux me permettre, c'est une coquille, ça on corrigera, on remettra la numérotation telle qu'elle sera décidée et choisie par vous ce matin. C'est pas très grave, mais ce serait bête que ça figure dans la version finale, quoi. Non. Et un deuxième point sur le fond, à aucun moment on évoque la déontologie des participants à la commission. J'aimerais bien qu'on y mette un petit mot. Alors, si je peux intervenir, on vous a fait parvenir au début une charte pour les conseillers citoyens. C'est cette charte, si vous voulez, qui fait office de corpus déontologique, avec un ensemble de 7 points qui détaillent la déontologie des participants à cette assemblée. Justement, vous l'avez tous ramené, signé cette charte? Oui, hein, c'est bon. Pour les personnes qui, comme moi, arrivent, puisqu'on est des remplaçants, est-ce que c'est possible de disposer de ces documents maintenant, puisqu'on commence à en discuter? On nous a prévenu qu'on nous donnerait à la fin de la séance une petite sacoche avec ces documents, mais si on peut les avoir maintenant, ce serait utile. Ouais, on pourra vous les faire passer au cours de la matinée, mais là maintenant dans les secondes qui suivent, voilà. Mais, ouais. Si ça vous a été envoyé par mail, mais voilà, des soucis techniques qui ont fait que voilà.
on vous les remet au plus vite. Et pour rebondir sur la question qui a été posée de la déontologie, effectivement, il y a un document, une charte qui a été, que vous deviez signer, qui est très claire là-dessus, en 6 points, qui parle de déontologie, de valeurs, etc. Oui, par rapport à la déontologie, pardon, il y en a qui me connaissent, d'autres pas. On ne s'est pas présenté quand on a pris la parole. Ça, c'est très désagréable de ne pas savoir à qui on a affaire. Donc moi, c'est Hélène Rosis, Le Breton. Donc je suis l'élu référent à la commission citoyenne. Et sur les côtés, ce sont les personnes des services. Donc c'est bien si vous pouvez vous présenter pour que les gens, la dernière fois, effectivement, vous vous êtes présenté, mais il y avait tellement de personnes que c'est compliqué de mettre un nom sur une fonction. Alors, Abdellatif, si vous pouvez vous présenter, Hervé, Patrick et Yannick. Voilà, allez-y. Oui. Donc Patrick Guy, je suis le directeur en charge du sport, de la jeunesse et de l'engagement citoyen, qui recouvre la vie associative et la commission consultative citoyenne. Donc direction qui a été mise en place très récemment, au 1er mars. Donc Hervé, à vous. Donc Hervé Biane, chargé de projet participation citoyenne au sein du service participation citoyenne. Abdellatif Benjidour, directeur adjoint de la direction sport, jeunesse et engagement citoyen. Yannick Bompard, je suis le directeur général adjoint en charge des ressources et des moyens. Donc c'est une définition un peu large, mais on y retrouve les ressources humaines, la direction des affaires juridiques, notamment la culture, les collèges, etc. Et donc je participe avec mes collègues de la direction sport, jeunesse et engagement citoyen qui viennent de se présenter. Parfait. Après, je vais vous présenter. Enfin, vous allez vous présenter, mais ces dames, comme Hervé et Abdellatif, vont nous accompagner sur les ateliers. Et Vanessa, allez-y. Oui, bonjour, Vanessa Scherer, je suis actuellement chargée de mission à la DGA Solidarité et anciennement, pendant 4 ans, membre du service de la participation citoyenne et j'ai contribué à des ateliers sur les budgets participatifs précédents. Donc bonjour à tous, moi je suis Laure Clamens, je suis déléguée à la protection des données. Donc je m'occupe de protéger les données confiées par les usagers au département, ainsi que les données gérées par la DRH au niveau des agents du département. Alors bonjour à tous, alors c'est une première pour vous, c'est aussi une première pour moi. Je m'appelle Élodie Ribreau, je suis assistante sociale au département du Gers, plus précisément à la MDS d'Auch. Et du coup je viens prêter main forte à mes collègues pour animer un atelier. Et je suis également formatrice habilitée par la DETSPP sur les valeurs de la République et de la laïcité. Voilà, donc pour la journée de la laïcité, c'est madame. Hein, voilà. Hélène, juste, on va procéder à une reprographie donc des documents pour ceux qui n'ont pas reçu le mail. Donc on pensait en faire une dizaine. Il n'y a pas plus de personnes qui en ont besoin. Donc voilà, donc vous... Voilà. Ok, très bien. Donc d'ici le temps qu'on procède à la reprographie, vous pourrez aller les chercher donc, à l'entrée dès que ça sera prêt. Merci à vous. Bon, n'hésitez pas à faire remonter les choses parce que c'est une première pour nous aussi. Donc il peut y avoir des couacs, c'est pas grave, quoi. On apprend ensemble, on grandit ensemble et c'est formidable. Voilà. Donc du coup, il faut voter sur la proposition de monsieur. C'est-à-dire, est-ce que on reste sur cette proposition, c'est-à-dire que lorsqu'on s'exprime, il n'y a que des oui et des non, et pas d'abstention, ou est-ce que voilà. Oui, vous voulez reprendre la parole ?
J'ai le sentiment qu'on avait dit que ce serait étudié par l'atelier numéro 4, c'est bien ça? Et qui peut faire ce travail-là. Le numéro 4, ce n'est pas pour la charte, enfin, pas pour notre règlement intérieur de la 3C. L'atelier numéro 4, c'est pour le règlement intérieur du BPG, du budget participatif Versoix. Mais en même temps, si vous voulez qu'on en reparle dans cet atelier, c'est aussi très intéressant. Il n'y a pas de souci. On peut, comme ça, à la fin des ateliers, revenir ici, faire la retransmission des ateliers, voter et reparler de ce point-là. Oui, pas de souci, on fait comme ça. D'accord. Intérieur de notre fonctionnement en commission consultative, est-ce qu'il y a d'autres remontées? J'aurais une question, c'est concernant, je suis titulaire, mais concernant les suppléants. Oui. Quel est leur rôle? Voilà, donc il y a des suppléants, ils sont là pourquoi? Alors, oui, tu peux répondre si tu veux, oui. Oui, il s'agit d'un tirage au sort. Le fonctionnement s'est fait par un tirage au sort. Le but du jeu, ça a été de couvrir les tranches en termes de parité au niveau homme-femme, d'âge, de tranche d'âge, et au maximum de territorialisation. Au niveau de l'ensemble du territoire, tous les participants, tous les territoires n'étaient pas couverts à égalité. Il y avait certains territoires sur lesquels, par exemple, il n'y avait pas de jeunes ou pas de filles sur telle catégorie ou pas de garçons sur telle autre, etc. Donc là, ce qui a été décidé, c'était de faire donc un tirage au sort des titulaires et de continuer ce tirage au sort sur tous les gens qui s'étaient proposés, justement pour pallier à des défaillances. Le rôle des suppléants dans le cadre de la consultation de la commission, c'est juste d'être une réserve si quelqu'un est amené à ne plus participer, à démissionner ou à partir. Mais en tant qu'instance délibérative, pour moi, ils n'ont aucun rôle. D'accord, ma question c'était ça. Donc ils ne participent pas à tout ce qui va être dit sur les projets et tout le reste. Éventuellement, je pense que, je ne sais pas si on les met, s'ils restent dans la boucle en termes de diffusion des réflexions. Je ne sais pas ce qui a été acté sur ce sujet-là. L'idée, c'était qu'ils puissent effectivement être tenus au courant de l'évolution des débats, mais effectivement, il y a eu un tirage au sort, donc les titulaires participent. Si jamais en cours de mandat, on va dire, il y avait soit pour une raison ou une autre d'impossibilité, problème de santé ou autre, donc c'est le suppléant qui relaie, mais donc il y a une utilité à ce que l'ensemble des suppléants et des suppléantes aient un retour sur l'activité de la 3C régulièrement. C'était l'idée de départ. Voilà. Merci. Ensuite, lorsque l'on va travailler tout à l'heure sur le budget participatif, le règlement de ce nouveau budget, après, moi, toutes les forces vives, toutes les réserves citoyennes, elles m'intéressent pour faire valoir ce budget participatif. S'ils sont disponibles pour être sur les marchés avec nous, avec vous, sur d'autres manifestations, ils seront les bienvenus, de toute façon. Et comme le dit notre directeur, ils seront tenus au courant de l'avancée de nos travaux. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc après, lorsque le règlement intérieur sera établi, on peut le leur envoyer, par exemple. C'est très bien. Moi, j'ai posé cette question parce que je n'avais pas compris lors de la première séance le rôle du suppléant, tout simplement. C'est vrai que le suppléant, même ma suppléante ou moi par exemple, c'est très compliqué de l'inclure dans toutes nos politiques. C'est pas du tout évident. Et ça, c'est une vraie question. Nous-mêmes, au sein de notre assemblée, on réfléchit à ça aussi. Si je peux intervenir, Hélène, il est prévu aussi pour les suppléants et aussi pour les titulaires des ateliers formation à l'environnement territorial notamment, c'est-à-dire aux compétences, aux finances, etc. Tout ce qui touche le domaine des collectivités, notamment d'un conseil départemental. Donc c'est vrai que les suppléants, s'ils le souhaitent, à travers
les documents, même celles et ceux aujourd'hui pour les nouvelles et les nouveaux venus, vous aurez la possibilité de vous inscrire à un atelier de formation que l'on dispense, soit au département ici, soit on a aussi la possibilité de le faire territorialiser dans le reste du département. Voilà. C'est aussi un plus pour les nouveaux venus, non seulement d'acquérir des compétences en matière d'environnement, mais aussi d'être au courant des travaux de la 3C, quoi. D'autres remarques qui sont très pertinentes. Oui, Jean-Pierre? Oui, par rapport à la déontologie et par rapport à la charte, en fait, la charte n'est pas citée dans le règlement. Donc on pourrait juste amender ou développer l'article 1.1 sur les conseillers sont amenés, etc., en respect, avec le respect de la charte, etc. Comme ça, il y aurait une référence et on pourrait la mettre en annexe et ça serait clair. Je crois que la déontologie, on ne doit pas la passer sous silence. Ensuite, sur le vote, là, je voudrais juste intervenir. Quand on voit le texte, ce qui nous est proposé, en fait, ça sera qu'un vote électronique. Donc, sur la formalisation des avis. Donc il va être difficile de ne pas accepter des abstentions, puisque ne pas participer au vote, ça sera de fait automatiquement une abstention. Donc soit on dit que le vote est obligatoire pour tous les membres, là ça rappelle d'autres systèmes, je ne sais pas si on est adhérent à ça, ou bien on accepte ce qui est déjà formalisé dans le texte. Oui, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour inscrire dans l'article 1.1 ce que vient de dire Jean-Pierre? Moi, je trouve ça très pertinent. Enfin, c'est pas moi qui... C'est vous, hein, la 3C. C'est vous qui dites... Non, mais sur un plan juridique pur, oui, ça est très utile de c'est normal, hein, voilà. Très bien. Parfait. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, Yannick, il faut voter cette... oui, il faut le faire, voilà. Et après, nous, au niveau de l'Assemblée départementale, on va faire un rapport sur ça aussi. Est-ce que tu peux expliquer comment ça va se passer? Donc, les modalités dont vous débattez aujourd'hui quant au fonctionnement de la commission consultative citoyenne, comme sur les dispositions que vous allez débattre et élaborer pour la construction du budget participatif citoyen, feront l'objet de toute façon d'une délibération en assemblée départementale ou en commission départementale ou en commission permanente. Donc là, ce sont bien les élus départementaux qui viendront inscrire votre décision dans le processus de prise de décision officielle du département. Ça veut dire que ça permettra juridiquement que vos avis produisent effectivement des effets en droit et au bénéfice des actions que vous aurez contribué à définir. Voilà, donc vous définissez des méthodes d'intervention, des moyens d'élaborer la prise de décision, et nos élus départementaux entérinent par un vote institutionnel cette fois-ci les propositions et les avis que vous pourrez émettre. Voilà. Et Hélène, oui. À ce stade, il me paraît utile et nécessaire de rappeler très brièvement le contenu de la charte et les aspects déontologiques. Je pense que c'est important de tous entendre le contenu. Je résume. Donc, il sera annexé au règlement. Donc, le conseiller citoyen exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, probité et intégrité. Ça, c'est le point 1. Le point 2, le conseiller poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Je passe sur le point 3, qui ne porte pas sur la déontologie, mais sur les moyens mis à disposition par l'Assemblée.
Point 4, le conseiller s'abstient de proposer des mesures qui lui accorderaient un avantage personnel ou professionnel pendant ou après son mandat. Point 5, le conseiller participe avec assiduité aux réunions de la commission. Et point 6, ce qui est le dernier point, l'ensemble des réunions sont régies par une police d'assemblée. Le conseiller s'engage à respecter ces règles prônant les principes de laïcité, respect et écoute d'autrui et discrétion. Donc pas d'enregistrement des débats ou de divulgation de documents à des tiers externes par le biais des supports numériques ou autres que ceux recommandés par la collectivité. Ça me paraissait important de l'annoncer et de le rappeler, de le dire publiquement. Vous l'avez signé là, chacun à titre individuel. Ceux qui nous ont rejoints vont le faire ou l'ont fait peut-être ce matin. C'était bien qu'on l'entende tous. Juste un petit mot sur les frais de déplacement. On peut avoir un peu une explication. C'est quand même des gens qui viennent de loin. Pour les frais de déplacement. Allez-y. Oh, oui, on avait déjà été saisi par une demande de M. Sanchez aussi, relative à ces frais de déplacement. Donc on est en train de construire donc, le document et le circuit administratif pour justement mettre en place ces frais de déplacement. Donc, ça arrivera dans les prochains jours. Vous pouvez y compter. Juste en anticipation, comme nous sommes soumis aux règles de la comptabilité publique, c'est utile pour vérifier la bonne utilisation des deniers publics. On vous encourage pour les personnes concernées à garder vos justificatifs. Et si je peux compléter les propos de mon directeur général, il y a aussi une solution de covoiturage aussi, qui peut être aussi une solution, un palliatif pour certaines personnes. On vous y encourage également. Alors, si je peux me permettre de rajouter, pour entrer un peu dans le détail par rapport à ces indemnisations de frais de déplacement, à chacun d'entre vous, pour ceux qui ont le permis, on demandera le permis, carte grise et assurance de vos véhicules, c'est des incontournables pour pouvoir engager après les remboursements. Voilà. Les agents de la collectivité, ça fonctionne comme ça. On va prendre un peu le même modèle. On va adapter le formulaire que nous, on utilise pour vous l'envoyer quand il y aura les déplacements en plénière pour pouvoir procéder au remboursement de celles et ceux qui auront pris leur véhicule. Mais il y aura ces préalables, c'est un peu obligatoire en termes de permis, et, voilà, assurance et carte grise. Peut-être que dans ce cas, il est nécessaire d'en parler, de prévenir son assurance. Parce que ce n'est pas un déplacement professionnel ni privé, c'est entre les deux. Il faut que l'assurance soit au courant. Oui, allez-y. Ouais. Allez. Non, juste une question, parce que j'ai entendu justificatif, garder ces justificatifs. Qu'est-ce qu'on peut vous fournir comme justificatif? Non, mais il y aura surtout, ce sont les éléments dont on vient de vous parler, Abdelatif, qu'il faut que vous puissiez détenir assez facilement et rapidement, puisque c'est ce qui nous permettra de vous verser ces sommes. Ensuite, on vous demandera effectivement le justificatif de domicile pour pouvoir, je suppose qu'on va faire un calcul d'indemnité kilométrique. Donc ce sont surtout les éléments assurance, permis de conduire, carte grise, dont je voulais parler. Voilà. Ne gardez pas vos tickets d'essence. Hein. Alors, on va partir maintenant au travail. Hein. Donc, on va se retrouver dans la salle polyvalente. En sortant, hein, vous y êtes déjà allé la dernière fois. Et ceux qui n'étaient pas là, vous suivez le troupeau. Voilà. Alors, moi, il fait lourd, il fait chaud. Il y a des verres, il y a de l'eau. N'hésitez pas hein, à vous servir. Donc, il y a 5 ateliers. Pardon, Hélène, oui. Est-ce qu'on fait justement, par rapport aux points qui ont été abordés au niveau du règlement
de fonctionnement Ah oui, de l'Assemblée. pardon, j'ai oublié, Voilà. j'avais dit on les votait. Est-ce qu'on Oui, oui. fonctionne par Bien main sûr. levée pour le faire approuver? Bien sûr. On prendra en compte les demandes de modification. Alors, la question de voter oui, non, abstention, etc., il faudrait qu'on le mette en délibération, à main levée ou pas. Il faut trouver une forme, un modus operandi pour vous faire valider par tous les membres présents. Parce qu'actuellement, si je peux me permettre, le règlement il ne peut pas fonctionner parce qu'il n'a pas été validé. 53 ou 54 membres présents, il y a plus que la majorité. On peut partir du principe que les présents et présentes qui sont là peuvent approuver le règlement en prenant en compte les modifications dont on a discuté. Après, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez rajouter pour ceux qui l'ont consulté, etc. C'est toujours temps de le faire avant de démarrer à travailler en atelier sur le BPG. Merci. Voilà, on va commencer comme ça. Donc, Pardon. Là, oui. On commence. Oui, pardon. Ce qu'on a mentionné sur les suppléants, ça va être ajouté du coup? Le fait de les impliquer, de les tenir informés? Dans le règlement intérieur, oui, on pourra l'intégrer, il n'y a pas de difficulté. Juste petit point d'organisation, les documents reprographiés sont bien disponibles à l'entrée. Je vous propose de les récupérer au moment où on passera dans la salle polyvalente. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que l'on vote à main levée et non pas à bulletin secret? Donc, levez le doigt ou pas? Moi, je ne vote pas. Très bien. Pardon? Est-ce que tout le monde est d'accord pour que l'on vote à main levée? Voilà. Oui. D'accord. Au sein de l'Assemblée, on vote comme ça à main levée, sauf pour désigner le président du département. On passe par l'urne. Et voilà. Donc ensuite, est-ce qu'on amende le fait que l'on vote... alors le vote vous nous aviez dit qu'on ne vote que par oui ou par non. Qu'on supprime l'abstention. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer l'abstention? Je pense que la question est plus large que ça. Oui. L'expression, en fait, ce qu'il faut peut-être demander, c'est est-ce qu'il faut un minimum de gens exprimés pour accepter la décision. Est-ce qu'on reconnaît le vote blanc? C'est pas ce qui a été dit. Non, mais ce que je veux dire, la question va plus loin que ça. C'est que soit on dit, tout le monde, on fait comme en Belgique, tout le monde est obligé de voter, etc. Mais moi, je pense qu'on a le droit aussi de s'abstenir. Moi aussi. Et par contre, l'abstention, il faut qu'elle représente quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît peut-être pas forcément dans les propositions qu'on nous donne. Et s'il y a trop de gens qui ne se reconnaissent pas, il faut qu'on rediscute du sujet et il faut qu'on arrive à avoir un minimum de personnes qui sont pour ou contre, quoi. Voilà. Là, en fait, on est en train de parler de valider les comptes rendus de séance où on aura été tous ensemble impliqués à décider quelque chose de consensuel, forcément. Exactement. Donc, il va falloir à un moment donné, de toute façon, qu'on soit plus vers là ou plus vers là. Est-ce qu'on autorise l'abstention? Alors, on peut voter à main levée. Pour moi, oui, on autorise l'abstention. Mais étant donné qu'on aura tous été impliqués sur les écrits qu'on aura à valider, normalement, on sera impliqué et on sera même de voter. Si tout le monde s'abstient ensuite, ça veut dire que quelqu'un d'autre a rédigé le document. Voilà. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, ça veut dire si on est 55, qu'on ne se reconnaît pas dans le vote. La majorité, c'est pas 26, c'est 35. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il faut plus des 2/3 d'approbation pour que ce soit adopté? C'est ça que vous voulez dire? Que ce n'est pas la majorité plus 1 En fait, à quel moment le compte rendu est validé? C'est ça la question. Il est soumis aux membres? Oui.
dans tous les procédés démocratiques, que ce soit les comptes rendus et les décisions, il faut définir une majorité. La majorité la plus simple, c'est la majorité de la moitié plus 1 des suffrages exprimés, donc ceux qui se sont exprimés. Et donc, non mais c'est bien ça monsieur, c'est pour ça, j'y viens. Donc il y a deux choses à considérer. Il y a un premier point, est-ce que oui ou non on prend en compte l'abstention? Donc est-ce qu'il faut interdire l'abstention? Ça c'est un premier point. Dans le cas où on autorise l'abstention ou le vote blanc, à ce moment-là, il faut introduire, pour aller dans le sens de votre réflexion, il faut être d'accord pour introduire le fait que si le vote blanc est majoritaire, alors la question est retirée, puisqu'il n'y a pas de majorité qui se dégage. Ça pourrait être formulé comme ça, mais à mon sens, c'est ce que je venais de dire aux élus. À mon sens, il faudrait faire deux votes. Donc le premier sur le principe de l'abstention et le deuxième sur cette règle de majorité du vote blanc qui emporterait le fait qu'on retire la question. D'accord. Oui, vous voulez vous exprimer? Juste sur le point démocratique et juridique, on peut balayer l'abstention, parce que, démocratiquement parlant, dans nos institutions, l'abstention est reconnue. Donc si on décide de prendre oui ou non, je ne sais pas, on balaye un peu les valeurs démocratiques de représentation. Enfin, je ne sais pas, je m'interroge sur la question. Alors, je me suis fait la même réflexion personnellement, mais il faut savoir qu'il y a des pays où le vote est obligatoire aussi. Bon, mais dans ces pays, on décompte aussi les votes blancs. Donc, bon, voilà. Je reconnais que c'est une forme de prise de risque quand même, mais bon, après, c'est une assemblée consultative, donc elle peut aussi déroger à certains principes, du moment que c'est pas une dérogation à des principes fondamentaux de la démocratie. Oui, est-ce qu'on peut revenir au texte qui nous est proposé? Parce que le texte qui nous est proposé est effectivement un peu ambigu. Dans l'article 8.6, on dit le compte-rendu final est soumis, blablabla. Et puis après, on dit à compter de ce moment, le compte-rendu vaut avis. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière à compter de ce moment, puisqu'il n'y a pas est-ce qu'il y a eu vote, est-ce qu'il y a eu majorité. Donc si on formule là, on pourra certainement avoir la clé de notre problème actuel. Enfin, oui, alors peut-être qu'on peut être plus, plus explicite et dire que la 3C rédige un avis sur lequel elle se prononce avec une règle dans les règles majoritaires. Mais il y a bien effectivement un vote, sinon on ne peut pas vraiment formaliser l'avis, ou alors on fonctionne par consensus, mais là ça veut dire que l'ensemble des participants est d'accord sur le texte. Ce qui peut arriver, c'est des modes de fonctionnement qui existent et ils sont assez complexes à atteindre. Voilà. Est-ce qu'avant de voter, ceux qui n'ont pas reçu le document peuvent l'avoir ? Et on voterait après. Le vote ne porte pas sur ces documents, par contre. Hein, donc oui, bien sûr, mais je préfère le préciser. C'est une question sur toute autre chose, mais ça concerne quand même le règlement intérieur. C'est par rapport au droit à l'image. Je crois qu'il n'y a rien sur le droit à l'image. Et bon, il y a des photos, je sais qu'on est filmé, qu'on est sur YouTube, etc. etc. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un petit quelque chose ? Oui, alors je pense que dans la charte, effectivement, il y a ces éléments. Donc ça justifiait, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on nous a fait la remarque tout à l'heure, de citer la charte dans le règlement.
mais sur la prise de, comment dire, de son ou de vidéo de la collectivité, on a des spécialistes. Là, je vais peut-être les laisser répondre. Oui, effectivement, vous avez l'information, alors elle n'est peut-être pas assez visible, mais quand on rentre dans l'hémicycle, les réunions sont en général filmées. Vous pouvez bien sûr vous opposer, ça fait partie de vos droits au titre du RGPD, mais voilà, il faut nous prévenir et voilà, pour qu'on trouve un système techniquement pour vous flouter. Si je peux me permettre, par rapport au droit à l'image, il y aura un document. Alors déjà, la première séance, on a pris des photos individuelles de chaque membre, pour ceux qui étaient là. Les nouveaux qui sont aujourd'hui, en fin d'atelier, on viendra vous voir, il y aura un document à signer pour tout ce qui est droit à l'image, pour voilà, vous prendre en photo, vous mettre sur le site, etc. etc. Voilà. Alors, j'aurais deux petites questions par rapport au 3.3 déménagement. Je trouvais ça dommage que certains membres qui déménagent dans le périmètre du Gers soient démissionnaires. Est-ce qu'il serait possible de les remettre dans la liste pour pouvoir siéger en cas de vacances s'il n'y a pas de membres supplémentaires pour ce canton? Il est mentionné que c'est un déménagement de canton à canton, en fait. Donc, oui, voilà, c'est de canton. En fait, si vous voulez, comme on voulait s'assurer d'une représentation de chaque territoire, on a introduit cette modalité-là. Mais si vous considérez que c'est une restriction de liberté, moi je parle sous votre contrôle, mais moi j'ai pas de difficulté à ce qu'on l'omette, quoi. Mais disons qu'il fallait bien que la règle soit précise initialement pour bien expliquer pourquoi, dans le cas du tirage au sort, il y a eu un tirage au sort qui a été territorialisé, quoi. Voilà. Mais moi, je trouve votre remarque recevable. Il a été territorialisé, mais il n'y a pas eu de quota qui a été fixé pour chaque canton. C'est pas impératif, quoi. Si, c'était la volonté. La problématique qu'on a eue, c'est que dans le cadre des inscriptions, c'est un tirage au sort par rapport à des inscriptions qui se sont faites. Et donc il y a un nombre déterminé de conseillers par canton. Oui, il y a un nombre déterminé. Donc on est obligé d'appliquer cette règle. Mais en même temps, pour la constitution de cette première assemblée, au niveau du tirage au sort, on a dérogé puisque les catégories qui n'étaient pas remplies par les inscriptions d'un canton, on a tout remis au pot commun pour qu'il y ait quand même un représentant de cette catégorie-là sur ce canton, même s'il n'habite pas sur le canton. Donc c'est là où je suis assez d'accord avec la remarque que vous faites. Je pense qu'il est important peut-être de préciser que lors de la prochaine assemblée, le tirage au sort se fait par rapport à des inscriptions par canton. Après, si ça bouge au sein de l'Assemblée, je pense qu'effectivement, un minimum de souplesse reste intéressant, parce que sinon, on va figer de manière très forte les choses, et c'est ce qu'on a pu expérimenter et observer dès la première campagne de candidature. Donc, je ne sais pas comment le formuler en droit dans le cas du règlement, mais moi, je serais tenant d'une inscription. Quand les candidats citoyens s'inscrivent, c'est effectivement par canton, par rapport à leur canton. Après, si au cours du mandat ça bouge, il reste gersois. Enfin, voilà, il reste gersois, ça Parce qu'il a pose pas fallu de problème. tenir compte de la parité et de l'âge. Donc, par canton, il y a 2 femmes, 2 hommes, la tranche 16-25, 26-40, 41-64, 65 et plus. Donc si on n'avait pas cette tranche-là, et quand on a tiré au sort, c'était un homme qu'il me fallait de plus de 65 ans, si je ne l'avais pas, je le prenais dans le pot commun des hommes de 65 ans. Mais de toute façon, dans la pratique de nos institutions,
Les députés du Gers représentent le Gers tout entier et pas que leur circonscription, et les élus départementaux représentent le Gers tout entier et pas que leur canton. Donc il n'y a pas de difficulté à donner suite. Par contre, c'est vrai que pour qu'une représentation soit équilibrée, il y a des circonscriptions d'élection, enfin des échelles territoriales d'élection. Là, on a pris le canton, ça paraissait logique, mais comme vous le dites, après, ça n'a pas vocation à se pérenniser, puisque vous participez tous dans le sens d'une expression de la population gersoise. Excusez-moi, j'avais une deuxième question. C'était plus par rapport aux indemnisations des frais de déplacement. Est-ce que, vu au regard des enjeux sur la transition environnementale, est-ce qu'on peut rajouter les transports en commun, au moins pour les Occitans, et puis pour le train aussi, si certains veulent prendre le train pour venir jusqu'à Auch, il n'y a aucun souci. Ce que je vous propose, si vous permettez, vu le nombre d'échanges et de sujets, et c'est très bien que les échanges soient nombreux, c'est qu'on reformule en fonction de tout ce que vous avez dit les différents articles qui méritent d'être amendés. On va faire un projet amendé de règlement intérieur qu'on vous enverra par la voie électronique, hein, et on l'entérinera lors de la session qui viendra, à la rentrée. Comme ça, on fait les choses de manière très juridique et très actée. Et voilà. Ok. Cilia, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Du coup, moi, j'ai un cas assez particulier pour l'année prochaine, parce que je vais étudier dans une ville assez éloignée d'ici, et dans un autre département, une autre région. Et du coup, j'avais une question par rapport au déménagement, puisque je serai amenée à avoir une autre résidence, mais même, je vais quand même conserver mon lieu de vie à Pouilly-Draguin. Et du coup, est-ce que la visioconférence, c'est possible, comme vous l'avez exprimé dans le 3.6 ? Est-ce que je devrais déménager ou pas ? Non, je vais reformuler ma question parce que là, c'est... Je comprends. Non. Je recommence. Ouais. Est-ce que le déménagement, ça compte pour moi ou pas, puisque je vais quand même garder mon lieu de résidence à Pouilly-Draguin ? Oui, j'ai compris. Donc vous allez rentrer, vous n'allez pas rester que dans le département où vous allez faire vos études. Vous allez rentrer, vous allez pouvoir peut-être parfois participer à des commissions ici, et parfois vous souhaitez que ce soit en visio depuis votre lieu d'étudiante. C'est ça, parce que je pourrais pas rentrer tous les week-ends, c'est sûr. Ben, évidemment. Où est-ce que vous allez ? En Vendée. En Vendée, voilà. Pour étudier quoi ? C'est un double diplôme, licence sciences politiques à l'ESU espagnol. D'accord. Bon, effectivement, c'est loin de Pouilly-Draguin, donc vous ne pouvez pas rentrer tous les week-ends, ça je suis d'accord. Merci. Donc on va retravailler les points sur lesquels vous nous avez interpellés, on va formuler à notre manière, et on vous soumettra le document, on vous l'enverra par voie électronique, et il sera entériné de façon définitive lors de la session de rentrée, dont on fixera la date à l'issue de notre matinée, sur peut-être octobre, septembre, voilà, on verra. Je pense que ce qui est peut-être intéressant, c'est que par rapport à cette écriture, on va dire en droit, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit, on travaille assez rapidement à des projets de délibération sur ces histoires d'abstention, de prise en compte du vote blanc, de l'abstention. Enfin, là, il y a peut-être plusieurs formulations qu'il faut mettre en débat, qu'on vous envoie pour réflexion. Et par contre, le vote aura lieu effectivement lors de la prochaine session, mais en fonction d'éléments un peu concrets de délibération. Parce que là, on est un peu dans le flou. C'est vrai que décider que c'est 50% de vote blanc ou 30% ou 70%, voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu rapide. Par contre, je pense que nous, on a un travail à faire d'écriture, de délibération avec plusieurs propositions et peut-être un petit paragraphe de quelles en sont les conséquences, qu'est-ce que ça implique, de manière que vous soyez en capacité de vous faire une opinion et de voter sur quelque chose d'un peu concret.
Ok, donc on rédigera des propositions de dispositions soumises au vote sur les questions d'abstention et sur les questions du fait majoritaire, comment on le calcule. Ok. En fait, ce sera le règlement intérieur qui sera modifié. Et du coup, le rapporteur, c'est qui aujourd'hui? C'est la deuxième séance plénière qu'on a, il est question d'un rapporteur. Qui est le rapporteur? On prend en compte rendu des débats qu'on vous enverra. Voilà. Après, dans le cadre de votre organisation, si vous souhaitez institutionnaliser un rapporteur, mais là, nous, on assure le secrétariat de l'Assemblée. Oui, c'est mentionné, mais la difficulté, c'est que ce règlement, on ne peut pas s'appuyer dessus parce que, et d'un, vous ne l'avez pas voté, et après, il n'a pas été validé par les élus. Donc c'est une proposition de règlement. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de nous faire remonter tous les points que vous trouvez à modifier. Voilà, il y a eu 2 sacrés échanges. On vous propose de le rebalayer, de le réécrire, etc. Ça va être encore une autre proposition. Peut-être qu'en septembre, il va encore y avoir d'autres avis et remarques. Ah, Donc, il faut que les échanges soient possibles jusqu'à septembre pour qu'on arrive à distanciel à valider. On peut essayer de travailler comme ça. En septembre. Après, il était difficile de pouvoir de l'adopter, en fait, de le faire fonctionner aujourd'hui en l'état, puisqu'il n'a pas été validé par vous ni par les élus. Donc, on est toujours dans une proposition. Donc, du coup, ce qui est important là, c'est de faire remonter s'il y a d'autres points, bon, au-delà de ceux qui ont été échangés, sur l'abstention, le vote oui ou non, etc. Les indemnisations, j'ai tout noté. Donc là, l'idée, c'est de rebalayer, de le réécrire. On vous le renvoie, mais après, c'est vrai qu'on a tout l'été pour pouvoir faire remonter les choses, si c'est possible par voie dématérialisée. Mais en septembre, il faudra, à un moment donné, on va être à 3-4 mois du début de la commission consultative. On a 2 ans et demi à travailler ensemble. Le temps passe vite aussi. Donc, du coup, en septembre, il faudra vraiment valider ce règlement pour qu'on puisse après passer sur les autres thématiques, quoi. Oui, alors juste une remarque d'ordre général. Moi, je suis vraiment ravie parce que ça démontre tout l'intérêt des personnes qui sont ici de vouloir avancer et travailler. Mais quid du budget participatif, puisque j'ai compris que le délai pour lancer l'opération était un peu court. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de ne pas bloquer les travaux sur le règlement intérieur du budget participatif par l'adoption d'un règlement intérieur en donnant un vote de principe sur le règlement intérieur sous réserve des modifications proposées pour pouvoir avancer. Sinon, nous prenons le risque, citoyens volontaires pour travailler, de mettre en retard le départ du budget participatif, parce que nous sommes aussi là pour ça, et avant tout, je crois. Donc, je ne sais pas, peut-être que ma remarque n'est pas judicieuse, mais je pense que l'essentiel, c'est aussi de travailler sur le budget participatif et après d'autres projets que nous pourrons proposer, mais prenons garde par notre passion et notre intérêt à être là, à ne pas bloquer l'avancée de travaux importants pour tout le territoire du département. Pardon. Pour compléter, le règlement de fonctionnement de la 3C, c'est une chose, c'est pour la durée du mandat, 2 ans et demi. Les travaux qu'on va faire tout à l'heure en atelier, c'est pour travailler sur un projet de règlement intérieur, mais spécifique au BPG. Donc les deux choses ne sont pas ensemble, quoi, elles ne sont pas associées. Tout à l'heure, vous allez travailler sur un règlement sur le BPG 3, qui est complètement dépendant de ce qu'on discute depuis tout à l'heure sur le règlement de fonctionnement de la 3C. Là, ces deux choses, elles sont séparées, on va dire. Donc on peut avoir une temporalité différente. Voilà, donc, bonne introduction. Donc, ah, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en situation de handicap qui veuillent bien le dire? Moi, je suis en situation de handicap. Voilà. Ce genre de... Après, je sais pas pour m'immiscer, mais on est sur des données personnelles. Alors, s'il y en a qui veulent le dire, vous le dites, mais vous n'êtes pas obligé, quoi. Au niveau du département, il n'y a pas de souci. Hein. Vous aurez
pour descendre, il n'y aura pas de souci. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous l'avez déjà emprunté. Voilà. Donc là, on va se répartir en 5 ateliers. Donc on est 54, donc c'est entre 10 et 11 par atelier. Le premier atelier, c'est avec Monsieur Guy. Donc Patrick, vous vous levez pour que les gens vous repèrent. Voilà. Donc c'est l'atelier 1 qui va parler des transitions. C'est le sujet du 3e budget participatif, c'est le choix du président. Le deuxième atelier, c'est l'atelier modalité financement et partenariat, qui sera animé par Élodie Ribro. Le troisième atelier, c'est dépôt d'idées, projet, calendrier. L'animateur, c'est Hervé Bian. Le quatrième atelier, c'est tout ce qui concerne le vote et le dépouillement. L'animatrice, c'est Laure Clamens. Et le 5e atelier, c'est le rôle des membres de la commission consultative citoyenne. C'est Vanessa Scherer qui l'anime. Et nous, élus, on passera d'atelier en atelier. Et il n'y a pas de souci. Donc on pensait au démarrage se mettre en salle polyvalente, mais 5 ateliers, même si la salle polyvalente est immense, si on parle fort, enfin ça va être très désagréable. Donc selon l'atelier pour lequel vous voulez participer, vous repérez donc l'animateur de l'atelier et vous le suivez. Tout le monde ne sera pas en salle polyvalente. Alors par exemple, vous, Vanessa, vous êtes où pour parler Si, Hélène, si je peux me permettre, tous les ateliers se font en salle polyvalente. Non. Ah non? Non, parce que c'est pas possible. Non, pardon, Abdelatif, en fait, c'est juste que comme on a... Vous avez trouvé d'autres salles? Oui, on a ouvert les salles du 1 à 4 au rez-de-chaussée, puisqu'en fait, il y a quand même... On est à peu près une douzaine par atelier. Il y a trop de proximité et ça peut gêner, en fait, les interventions... Voilà, on a des, entre guillemets, bruits périphériques pour avoir expérimenté en janvier pour le schéma des solidarités. Donc on va se répartir. Pour l'instant, je n'ai pas le numéro des salles. Je vous demande juste un instant. D'accord. S'il vous plaît. Voilà. J'ai 2 questions. Est-ce qu'on peut un peu plus expliquer ce qui va se passer dans ces ateliers? Je trouve que les titres ne sont pas suffisamment explicites en ce qui me concerne. Oui, je veux bien le croire. Et la deuxième question, c'est sur quels critères de sélection des membres? Si c'est sur le volontariat, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on peut aller dans plusieurs ateliers, etc. Bon. Le travail, c'est long. On a 1h15 là, par atelier. Vous allez voir, ça va très très vite. Hein. Je pense que ça sera compliqué. Ça aurait été intéressant, effectivement, de consacrer peut-être que 3/4 d'heure et de partir dans un autre atelier pour enrichir ce que les autres ont dit. Oui, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si ça sera possible. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler vite et peut-être ça sera possible. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous verrez sur le moment, c'est libre. Hein. Après, chaque animateur d'atelier peut essayer d'expliciter, par exemple, Patrick Guy, quelle transition? L'explicitation, on va la faire de façon plus complète dans l'atelier lui-même. L'idée, c'est... Bon, le postulat, c'est de travailler un contenu de règlement pour le futur BPG qui soit placé sous le sceau des transitions. Ça, c'est le président du conseil départemental qui l'a demandé. Donc c'est un thème central, les transitions. Les transitions, après, elles sont déclinables dans de nombreux domaines. On pense aux transitions écologiques, énergétiques. Il y a les transitions numériques, il y a les transitions territoriales. On peut aller loin. Mais l'idée, c'est de vous donner la parole aussi. Voilà, je vous donnerai quelques éléments de contexte et des définitions. Après, je vous donnerai la parole. Hein, on va surtout relier cette notion de transition aux compétences exercées par le département. On ne peut agir au sein de cette assemblée et des propositions qui vont remonter
qu'au travers des compétences qu'exerce le département. Donc voilà, sur l'environnement, l'action sociale, sur la culture, etc., etc. Ça, je vais l'expliciter et vous allez vous exprimer. Et voilà, on essaiera de répondre à vos questions. Hein. On ouvre quelque chose de nouveau. Hein. On n'a pas les solutions qui sont déjà décidées à l'avance. Hein. Donc voilà, et vous nous direz quelles sont les thématiques sur lesquelles vous souhaitez que l'on travaille et que l'on retrouve et qu'on inscrive dans le futur règlement intérieur du BPG. C'est ça l'idée. En bordant, je vous dirais non, ça, on peut pas, sur tel domaine on ne peut pas y venir, c'est de la compétence de l'État, on ne peut pas y venir. Là où la région sur tel domaine, ça, voilà. Mais ça, je rentre déjà dans l'atelier, sachant qu'il y a beaucoup de compétences qui sont exercées de manière partagée entre les collectivités. Bon, là, je vous éclairerai sur tout ça, mais là, ça devient trop technique. Le but, c'est de vous répartir voilà, sur les 5 ateliers. Alors, bon, avec la possibilité, évidemment, d'aller d'un endroit à l'autre. Après, on a des personnes avec nous, les élus, qui vont circuler d'un atelier à l'autre, qui pourront aussi amener des éléments entendus sur les autres ateliers. Il y aura au sein des ateliers un rapporteur général qui sera voilà, désigné au sein du groupe et qui restituera à la fin quand on reviendra en séance plénière, qui va restituer les éléments de discussion. Après, on ne va pas tout fixer, tout décider aujourd'hui, parce que voilà. Déjà que sur le règlement intérieur, et c'est très bien, la parole est libre, donc il y a pas mal de choses à reprendre et à revoir. Donc j'imagine que sur le BPG, une seule séance, ça me paraît un peu juste. Je pense qu'il faudra travailler, à mon avis, sur 2 séances. Voilà, mais on démarre quelque chose, on ouvre quelque chose avec vous, là, voilà, et on vous aide autant que possible. Donc, les personnes qui souhaitent travailler sur ce sujet rejoindront Patrick en salle polyvalente. Voilà, salle du milieu, par exemple. Ensuite, pour l'atelier avec Élodie Ribreau, c'est modalités, financement et partenariat. Vous voulez étoffer un peu ce que ça veut dire? Alors, l'objectif étant que là, il y a une somme d'argent qui a été attribuée pour le budget participatif et ça va être de réfléchir sur les modalités comment dispatcher en fait l'argent qui nous est proposé. Est-ce qu'on va se servir est-ce qu'on va prendre en compte les subventions, par exemple, de l'État? Est-ce qu'on va prendre en compte des subventionnements privés, des investissements privés? Ou est-ce que, du coup, comment également est-ce qu'on le répartit en tranches par rapport aux différentes transitions qui vont être abordées? Est-ce que ça va être différentes tranches et différentes thématiques qui vont être abordées? Voilà. Comment on le définit dans sa globalité? Est-ce qu'il y a une tranche spécifique pour les jeunes, par exemple? C'est ça. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un budget maximum pour un projet? Il y aura un budget minimum. Est-ce qu'on dit il y a un budget maximum pour les projets? Voilà. Est-ce qu'on établit des tranches ou alors est-ce qu'on laisse libre cours? Je sais pas si... On reste sur ce plateau. Ensuite, dans la salle polyvalente, droite ou gauche, j'en sais rien, ça c'est l'atelier 3 avec Hervé, si vous pouvez développer, Hervé, dépôt d'idées, projet, calendrier. Oui, alors dans un premier temps, il y aura par rapport à cet atelier, je procéderai à un rappel des principes du budget participatif, c'est-à-dire ce qui s'est passé un peu avant, l'ancienneté du règlement, ce qu'il y avait déjà eu un règlement par rapport au budget participatif lors de la seconde édition. Donc en propos introductif, je présenterai ça, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, après, cet atelier, il a 2 axes principaux, c'est le dépôt d'idées, qui peut déposer une idée, qui ne peut pas déposer une idée. Est-ce qu'un ancien lauréat, par exemple BPG, un ancien porteur de projet de BPG 1 ou 2 peut redéposer une idée, peut reparticiper? Est-ce qu'on conserve par exemple les moyens de dépôt des idées numériques et physiques, etc. L'ensemble de ces questions sera abordé. Premier axe. Et le second axe, c'est la temporalité du budget participatif. Quand est-ce qu'on commence? Quelle périodicité par rapport à chaque étape, etc. C'est vous qui allez émettre des propositions et travailler dessus. Voilà, on va vous accompagner sur cet atelier. Merci.
donc salle polyvalente, gauche ou droite, je ne sais pas. Vous suivrez Hervé pour cet atelier. L'atelier 4 qui sera en salle 1, c'est-à-dire qu'on reste sur ce plateau, vote et dépouillement. Laure, si vous pouvez... Oui, donc là, l'objectif, c'est vraiment de définir les règles du jeu au niveau de la promotion et du vote sur les projets qui seront proposés au vote. Donc voilà, définir les règles de la campagne de promotion, définir qui peut voter, les conditions d'âge, éventuellement de résidence. Voilà, ça c'est vous qui ferez vos propositions. Combien de projets sur combien de projets peut-on voter? Est-ce qu'on vote, est-ce que le vote a la même valeur pour tous les projets qu'on choisit? Est-ce que on peut mettre des préférences et c'est le type et les lieux de votation également qui seront discutés dans cet atelier. Du numérique, du papier sur place ou quand. Ce sont tous ces règles-là que nous allons voir ensemble dans cet atelier. Et l'atelier 5, c'est le rôle des membres de la commission consultative. Donc le rôle des membres de la commission consultative dans le cadre du budget participatif. Pour ça que je précise, on vous a parlé de différentes phases du budget. Donc il y a une phase de dépôt d'idées, il y a une phase de sélection des idées, c'est-à-dire d'analyse de la proposition, de décryptage, de faisabilité, encore une fois au regard des compétences du département, de financement éventuellement. Est-ce que c'est bien dans les clous des tranches qui auraient été éventuellement votées, qui a déposé? Donc le rôle de la 3C aussi au moment du vote, où je ne sais pas, si vous avez eu connaissance des éditions précédentes du budget participatif, il y avait des campagnes menées par les porteurs de projets. Donc est-ce que c'est être présent sur les lieux de campagne? Donc c'est notamment sur les marchés ou dans des événements sportifs, festifs, etc. Au regard aussi de la charte que vous avez signée ou que vous allez signer prochainement. Et ce qui est important aussi, c'est dans la phase de réalisation des projets, ça peut être votre présence sur des inaugurations ou des phases d'inauguration le plus souvent. Et enfin, dans ce qui nous tient à cœur au niveau de la participation citoyenne, c'est aussi de travailler sur une évaluation qui est qualitative et pas seulement quantitative. Comme on l'a vécu dans les précédentes éditions du budget participatif, il y a un effet boule de neige en fait, c'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets finalement au moment où il y a le dépôt des idées qui tout seuls ne peuvent pas porter le projet, et en fait on fait une mise en relation parce que au moment du dépôt d'idées on a connaissance d'une autre structure dans un autre lieu du canton qui pourrait éventuellement venir compléter l'offre qui est proposée. Donc il y a ce travail-là aussi d'évaluation des projets mis en œuvre qui perdurent dans le temps et éventuellement mise en relation avec de futurs porteurs ou pourquoi pas accompagner les gens dans les démarches de campagne, ne serait-ce que sur l'aspect technique, comment je monte un projet. Parce que ça, c'est aussi un besoin de décrire, de formaliser et de communiquer, comment on communique, comment on vend un projet, entre guillemets. Merci. Donc on se retrouve dans 1 heure dans l'hémicycle où chaque groupe fera un petit peu le bilan de ce qui a été dit et ensuite on prendra un petit apéro déjeunatoire et ceux qui n'ont pas été pris en photo seront pris en photo ainsi que on vous donnera les tablettes aussi. Bon. Tout le monde est revenu. Bon, alors, on s'assoit. Il y en a qui sont pressés, qui veulent partir à midi, donc il y a une information à vous donner. On s'assoit.
Donc, tout d'abord, merci, parce que moi qui ai fait le tour des ateliers, c'était passionnant, ça fourmille d'idées. Merci, merci, merci. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Béon, qui va vous expliquer pour les tablettes, parce que je sais qu'il y en a qui vont partir rapidement. Donc, Frédéric, à vous. Bonjour, donc je suis Frédéric Béon, je suis directeur informatique au conseil départemental. Donc, à l'issue de la séance, quand vous quitterez l'hémicycle, on va vous remettre une tablette. Donc, c'est un prêt pour la durée de votre mandat. Avec la tablette, donc, il y a un petit manuel de prise en main. Si toutefois vous avez des difficultés, donc on a une assistance téléphonique à votre disposition sur les horaires du bureau que vous voyez affichés. Et c'est aussi possible de venir sur Auch physiquement pour un accompagnement plus poussé. La remise va se faire sur 3 stands pour fluidifier et que ça aille vite. Donc, par rapport à la première lettre de ton nom de famille, premier stand, c'est dans le hall d'accueil. Deuxième stand, c'est à l'entrée, là-bas. Et troisième stand, à l'arrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là? Non. Pour les personnes pressées qui partiraient avant, je vous propose d'aller voir mes collègues à l'entrée. Ils vous donneront les tablettes sans attendre. Pas du tout. Pas du tout. C'est un moyen qu'on vous met à disposition pour pouvoir recevoir les mails professionnels, mais c'est pas rien d'obligatoire. Moi, j'étais nulle en tablette aussi, et puis franchement, maintenant, je ne sais pas m'en passer. Oui, ceux qui doivent partir tôt, est-ce que vous pouvez lever la main, qu'on puisse identifier et ah, voilà. Voilà. Lucie, Vous partez tout. Vous ne pouvez pas rester à la restitution des ateliers? Alors allez-y, on va vous remettre la tablette. Voilà. D'autres personnes, vous pouvez relever une personne là-bas au fond. Monsieur Espiau, voilà. Ensuite, d'autres personnes? Parfait. Merci. Donc n'hésitez surtout pas à contacter notre service assistance pour vous aider. L'objectif, c'est que ces tablettes soient utilisées, bien sûr. Pardon, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est qu'il y a une lettre d'engagement qu'on vous a transmise par email en début de semaine à signer contre remise de la tablette. Et si vous avez oublié de la ramener, on a des exemplaires vierges que vous pourrez signer au moment de récupérer le matériel. C'est important. Merci. C'est parti. L'atelier numéro 1. C'était qui l'atelier numéro 1? C'était moi. Avec, sur les transitions, avec deux au féminin, rapporteur, le féminin rapporteur. Rapporteur, hein, voilà, je ne voulais pas commettre d'impair. Alors, ici, Morgane, Goodfield, et la deuxième personne, voilà. Vous pouvez nous rappeler votre nom? Elisabeth. Voilà. Vous le faites depuis vos... C'est quoi le mieux? Ouais, depuis votre place, hein. Vous venez, rapprochez-vous. Je dis 2 mots, pas plus. L'atelier était très très riche, beaucoup d'échanges, très très intéressants, plein d'idées qui ont jailli de partout. Voilà, il faudra continuer, tout ça. Voilà, mais c'est très très bien. Et la synthèse est superbe. On peut faire une petite intro? Oui. On a essayé parce que. On a essayé de traduire tous les besoins et les enjeux du GERS que nous avons relevés dans le groupe. Il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges. Alors on les a un peu classés dans des grands axes que les projets pourront ensuite intégrer. Donc on a la transition économique, sociale et solidaire, dans laquelle on a parlé de l'alimentation, de l'économie circulaire, d'améliorer la communication sur les marchés, notamment de la transition de la ruralité. On a parlé de la transition écologique et énergétique, dans laquelle s'intégreront des projets sur la mobilité douce, la biodiversité, la gestion de l'eau, la précarité énergétique, l'économie d'énergie, le vivant, bien sûr, avec la protection animale.
la transition culturelle et patrimoniale gersoise, qu'on a plus appelée étrangers, dans laquelle on a parlé d'identité gasconne, de communication des événements sur le Gers, de transmission, d'ambassadeurs gersois, de l'apport de l'immigration dans l'histoire du Gers. On a parlé de la transition sociale et intergénérationnelle, donc tout ce qui est intergénérationnel, lien social, intégration sociale, la transition numérique, bien évidemment, avec la lutte contre la fracture numérique, et puis la transition citoyenne pour favoriser la démocratie locale, la participation des jeunes. Voilà. Et l'égalité homme-femme. Effectivement. Oui, le but, c'était de dégager des grandes catégories qui seront en sorte de grandes thématiques dans lesquelles les projets pourront se glisser, en essayant de ne pas être exclusif, limitatif, etc. Et en essayant en même temps de ne pas oublier des axes très importants des transitions qu'on traverse aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère qu'on y a réussi. On a bien bossé, franchement. et puis voilà, notre personne synthétiseuse, la Morgane, super. Et donc voilà, donc c'est à discuter, bien sûr. On a vu quelques éléments. On se disait, alors est-ce qu'il faut que les projets rentrent dans une catégorie ou qui cochent au moins 2 cases, etc. Ça sera des choses qui se discuteront par la suite, sachant que chaque projet va entrer par un biais particulier, forcément, enfin, a priori, et qu'après, il sera mis, quand on va l'accompagner pour qu'il se développe au niveau du département, on mettra un accent particulier pour que le projet ne soit pas ciblé sur une seule thématique, mais puisse toucher différentes thématiques, puisque c'est ça la particularité de cette période de transition, c'est que souvent n'importe quel thème qu'on prend va toucher ailleurs, et c'est ça qui fait aussi que les choses bougent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour un petit atelier assez court. Alors c'est Maryse, notre rapporteure. Alors, on a essayé d'avancer, il y a eu beaucoup de débats, c'était riche en échanges, mais on n'a pas forcément abordé toutes les thématiques, tous les points. Maryse, je vous laisse prendre le relais. Merci, si j'aurais su. Non, c'était vraiment un groupe où nous étions 10, 11 avec notre animatrice et la visite des uns et des autres. Donc, il fallait débattre du financement et des partenariats. Là, le budget, comme l'a dit Élodie, a été très riche, très nourri, parfois bloqué. Toutes les opinions se sont exprimées. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté flagrante qui s'est révélée pour définir l'utilisation des fonds, parce qu'en l'absence de connaissance d'autres critères qui étaient quand même nécessaires pour une prise de décision qui paraissait cohérente et adéquate avec la philosophie et le respect des règles budgétaires et financières. Donc, en gros, je vais passer sur tous les débats. Il y a eu une question quand même centrale qui a tourné, c'était l'intégration des financements publics au projet, donc qui a fait beaucoup débat. Hein? Privé, qu'est-ce que j'ai dit? Public. Ah, mais ça, c'était le cœur qui a parlé. Voilà, donc intégrer le financement public. Donc nous avons voté au sein de notre privé, j'y tiens, l'intégrer. Donc la réponse est oui, mais avec un balisage précis des critères d'attribution des financements dans le cadre des demandes. Ensuite, avec une vigilance sur les références par rapport aux porteurs de projets, quand il s'agit d'associations, eh bien, demander les comptes des 2 dernières années et les bilans. Et quand il s'agit de personnes physiques, les liens éventuels avec les partenaires financiers autres que le budget, que le département. Ensuite, la question à poser aussi à l'Assemblée, c'est si
Le budget alloué, vu que nous prenons du retard et que le budget de 500 000 € alloué n'était pas utilisé, est-ce qu'il pourrait être reporté et abonder le budget de l'année suivante, de l'exercice 2024? Ensuite, nous avons quand même essayé de trouver quelques pistes pour répartir les financements. Donc, une base, c'est le nombre de projets financés, c'est-à-dire partir à minima sur la même ambition que le projet précédent qui était financé beaucoup plus haut, c'est-à-dire 100 projets maximum financés sur l'exercice. Donc 9 personnes de l'atelier ont voté oui et une a voté non. Donc toujours, il y a eu un débat très démocratique dans l'atelier, avec une prise en compte de toutes les positions. Ensuite, ces projets seraient financés sur la base de thématiques qui seraient définies dans le cadre des transitions, donc là, unanimité. Et ensuite, à l'intérieur de ces thématiques, établir des tranches financières, de montants de financement. Et là aussi, un vote à 9 voix sur 10 pour l'établissement de tranches. Mais par contre, les débats ont été tellement riches que nous n'avons pas pu aller plus loin dans le détail de ces critères. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Oriane? Bruno et Hugo, et je ne sais plus après. Dans les thématiques qui sont définies par la commission, et établir des tranches financières, de répartition financière. Voilà. Alors l'atelier 3, dépôt d'idées, projet, calendrier, Hervé? Oui, alors Lorina, si vous voulez bien, merci beaucoup pour votre contribution. Un atelier aussi riche, hein. Bon, peut-être pas aussi expert en matière de votation au sein, mais plus de votation citoyenne, hein, donc moins comptable, mais tout autant efficace. Par rapport aux ateliers 1 et 2, on n'a pas parlé du coup de les projets, quelle modalité allait être admissible en projet, si c'est matériel, immatériel. Nous, on a dit qu'on ne traitait pas le sujet, donc qui va traiter le sujet, je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc nous, qu'est-ce qu'on a traité comme sujet? On a dit qui va pouvoir poser des projets, donc les citoyens, les associations, les jeunes avec un fléchage financier et les établissements scolaires. Concernant les mairies et les intercommunautés, il faut qu'ils soient à la dépose du projet associés avec une association ou des citoyens. Qui encore, donc c'est uniquement les résidents fiscaux, un résident fiscal dans le Gers ou association résidente dans le Gers. Par rapport aux lauréats des budgets participatifs précédents, donc si c'est le dernier budget, ils n'auront pas le droit de candidater. On a le droit de candidater en fait à un budget participatif sur 2. Voilà. Comment déposer les idées? Alors ce sera évidemment physique et sur Internet comme pour les précédents, avec une idée de mettre au plus près des gens les urnes, les fameuses urnes avec l'ampoule bleue, et d'utiliser le camping-car numérique pour faire voyager l'urne. On a parlé... Voilà, on a parlé apéro aussi, mais bon. Donc il y aura cette possibilité. On a parlé des centres sociaux, des maisons de services, des médiathèques, des établissements scolaires, des marchés, pour flécher les emplacements où on serait au plus près des gens. Au niveau du camp et du calendrier, donc la communication, même si on est déjà attendu, on nous a dit sur l'organisation du budget participatif, la communication, ça peut être mis en place dès que possible pour teaser, pour dire que oui, il va exister cette année un budget participatif gersois. La votation, le dépôt des idées, on le positionnerait sur 1er octobre, 31 octobre. L'analyse des idées,
qui a l'air... plus on aura d'idées, de toute façon, plus ça va être du travail. On le positionnerait sur du 1er novembre au 31 janvier. Et ça deviendrait des projets. Et on s'est arrêté là, parce que le temps nous a rattrapés. Dans le 4e atelier, avec Laure, vote et dépouillement. Oui, donc atelier très riche également. Donc je vais laisser la parole à Lana et Coralie, qui sont nos rapporteurs. Oui, nous avons travaillé sur plusieurs thématiques, plusieurs questions de cette thématique. J'ai travaillé, je vous ferai le compte-rendu de la campagne et de sa promotion pour le vote et de qui peut voter. Dans la campagne au vote pour les projets, nous nous sommes intéressés à la création de vidéos, de présentations et d'affiches sur un site officiel et une plateforme numérique comme par exemple les réseaux sociaux sur tous les projets du département. Ensuite, sur qui peut voter, nous avons estimé nécessaire, même nécessaire de faire participer les jeunes à partir de 16 ans et toute autre personne, avec un vote ouvert pour les touristes et les gens attachés au département du Gers, et toujours sur ce site officiel avec un vote unique. Ensuite, par rapport au nombre de projets qui pourraient être votés ou aux modalités de votation ou encore au maintien de la règle de un seul projet par canton, on en est venu à décider qu'il y aurait dans le vote un seul projet à voter par thème. Peu importe le thème, on ne peut voter que pour un seul des projets, mais vous n'êtes pas obligé de voter pour tous les thèmes, c'est au choix, c'est la personne qui décide ce qui l'intéresse le plus. Comme dit précédemment, c'est à vote ouvert dans les mairies. La seule chose à signer pour sécuriser dans la mairie, ce sera une charte sur l'honneur. Et pour le numérique, ce sera une création de compte, tout simplement par adresse mail. Voilà. Et ensuite, pour est-ce qu'on garde un seul projet par canton, nous, on voulait plutôt étendre sur tout le département, parce que c'était peut-être déjà un plus grand intérêt d'engager tout le monde sur une même voie. Et pour comment ça s'effectuera, numérique et mairie. Hein ? Numérique et papier, oui, mais dans les mairies. Le dernier atelier, c'est le rôle des membres de la 3C, avec Vanessa. Oui, un atelier représentatif du Gers où en fait des membres avaient la même activité de loisirs. Et je signale aussi qu'on a un deuxième journaliste dans la salle, un journaliste en herbe, donc c'est Simon qui va vous restituer l'atelier. Donc bonjour, moi je vais vous présenter les débats qu'on a eus sur le rôle des membres de la commission consultative dans le processus du budget participatif. Donc on a établi à peu près à quoi on allait servir durant les différentes étapes de ce processus du budget. La première étape étant le dépôt d'idées. Ce qu'on a défini, c'est que nous pourrions servir d'ambassadeurs de ce projet, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire connaître qu'on devrait essayer de faire connaître la démarche du budget participatif auprès des citoyens, des associations et voilà. Et pour cela, donc, de se rendre dans des espaces publics avec des stands ou des réunions d'information, par exemple sur les marchés, ou dans des salles communales où on pourrait tenir des réunions publiques. Le rôle d'un membre de la commission consultative serait d'être un relais d'information entre les porteurs de projets, entre les élus et les services du conseil départemental. Et également, on pourrait servir à mettre en relation différents porteurs d'idées potentielles ou avérées
Donc pour cela, il faudrait obtenir une visibilité sur l'ensemble des projets afin de mettre en relation des projets qui seraient liés, par exemple, sur des associations proches géographiquement ou qui auraient des demandes similaires pour des investissements. Au moment de l'examen des idées, donc, on a défini que si un membre d'une association est présent et si on doit examiner un projet de son association, que son association porte, ce membre devrait s'abstenir puisqu'il pourrait y avoir conflit d'intérêts, en particulier si le membre fait partie du bureau de l'association. Mais avant cela, il faut définir des critères de recevabilité des projets afin de définir lesquels pourraient être acceptés ou non. Ensuite, au moment du vote et de la campagne des projets, le rôle d'ambassadeur pourrait se traduire par une campagne pour inciter les gens à voter pour les projets, donc faire connaître cette démarche, puisqu'on s'est rendu compte que la commission consultative n'était pas forcément très connue et il serait intéressant de la faire connaître et donc de jouer un rôle pour inciter les gens à voter dans le budget participatif. Et ensuite, une fois les projets réalisés, on s'était dit que les membres, donc nous pourrions aller visiter les projets retenus, donc que ce soit sur des chantiers ou des inaugurations, pour regarder finalement, pour ensuite faire une évaluation, un bilan des projets qui ont été réalisés, en fonction de critères que l'on pourrait définir par la suite. Et voilà. Et donc pour permettre aux membres de la commission de bien jouer le rôle d'ambassadeur dans la campagne du budget, on avait évoqué l'idée d'une formation d'ambassadeur et également de la mise à disposition d'un kit de communication afin qu'on puisse réellement faire connaître ce processus auprès de la population. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très riche. Ouais. Donc, à ce stade, Hervé, Abdel-Latif, vous allez communiquer maintenant par mail pour continuer à avancer. Voilà, les prochaines étapes, c'est le compte-rendu de cette séance, en prenant en compte tout ce qui a été dit dans les ateliers pour en faire un projet de règlement du BPG, qu'on vous enverra par voie numérique et voie postale peut-être, parce que voilà, pour sécuriser que tout le monde l'ait, afin de cet été, voilà, le relire, voir, l'amender. Après, il y a possibilité, on a un peu de temps, s'il y en a qui veulent réagir sur des ateliers auxquels ils n'ont pas participé, il y a des questions, des remarques, voilà, c'est possible. Mais l'idée, c'est qu'on vous envoie assez rapidement, dans la quinzaine, voire fin du mois de juin, un projet dans ce sens-là, pour que tout le monde soit au courant de tout ce qui a été débattu, parce que vous n'avez pas pu participer à tous les ateliers. Je peux comprendre, ça peut être frustrant, mais l'idée, c'est voilà, ce compte-rendu permettra de vous donner l'entièreté et l'exhaustivité des débats qu'il y a eu. Voilà, donc ça dans les prochaines semaines. Ensuite, peut-être sous votre couvert, mesdames, messieurs les élus, peut-être prendre 5 minutes là, de manière expression libre, faire peut-être discuter sur les thématiques, parce que le mandat, bon, il y a ce travail sur le BPG qui est une chose, mais après aussi on avait parlé d'avis montants, ascendants, qui vont remonter chez les élus, peut-être débattre sur les thématiques où vous souhaiteriez travailler sur la durée du mandat, pour qu'on puisse après qu'il y ait un échange avec les élus sur la thématique qui sera travaillée. Une fois que le règlement du BPG sera adopté, on va le faire vivre. Il faudra bien trouver une autre source de travail à la commission. Voilà, moi je me posais la question, est-ce qu'on en parle comme ça de visu, ou est-ce que vous nous faites remonter par mail les thématiques, comme ça on pourra les classer nous aussi, vous dire qu'est-ce qui a été proposé. Et ensemble, on verra avec le président du département celle que l'on choisit pour la prochaine fois. Je ne sais pas, hein, si vous voulez qu'on en parle tout de suite, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vous. Hein.
C'est vous avez... J'imagine que... Voilà. Juste peut-être par rapport au fait que ce soit vous qui choisissez ce dont quoi on va parler. On vous envoie par mail tout ce qu'on veut parler. Et vous nous renvoyez avec quelque chose. Et après, nous, la prochaine fois, on votera sur ce qu'on veut mettre en valeur, quoi. Je pense que ça vienne de nous. Je pense que c'est mieux si ça remonte plutôt que ce soit le président qui décide. Bon, ben, voilà. Mais il y aura les deux, bien sûr qu'il y aura les deux. Mais dans ce que vous allez proposer, je suis sûre que c'est les thématiques auxquelles on a déjà pensé, bien sûr. La dernière fois, en fait, on a complété un formulaire où dedans, on mettait quand même nos accointances, ce qu'on pensait faire ici. Vous avez dépouillé, vous en avez fait quoi? On n'a pas eu encore le temps de tout dépouiller. C'est vrai qu'entre la séance du 22 avril à aujourd'hui, on s'est surtout réfléchi à comment construire ce projet de BPG. On n'a pas eu le temps de dépouiller tous les questionnaires qu'on a envoyés, à moins que si Hervé l'a fait. Ouais, alors, pour compléter les propos qu'il vient de dire, alors pas tout compléter, mais une partie des demandes qui ont été faites dans ces questionnaires, notamment en matière de formation à l'environnement et aux finances locales et toutes les compétences liées à cette collectivité et aux autres. Les personnes qui ont émis donc un vœu de formation ont été formées. Une dizaine de personnes, le 10 mai dernier, ont reçu une formation suite à leur demande par le biais de ce questionnaire. Voilà. Donc il y a déjà un premier acte, je dirais, fort qui a été fait dans ce sens par rapport à ces demandes écrites. Et je renouvelle donc aux nouveaux arrivants ce souhait. Enfin, je vous propose de remplir ce questionnaire et d'émettre à votre tour aux 5 nouvelles personnes, aux 5 nouveaux titulaires, si vous souhaitez recevoir une formation, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit à l'environnement territorial, pour mieux comprendre l'environnement des décisions des propositions que vous allez faire. On est à votre disposition. Il y a ce phénomène, effectivement, mais il n'y a pas que. Moi, je ne vois pas suffisamment, c'est pour ça que je vous le demande, de désir particulier sur un point précis que vous avez envie de travailler. C'est ça. De faire des propositions, de donner un avis sur une thématique particulière qui concernerait évidemment le Gers. Est-ce que cette commission-là, elle peut être pérennisée même avec un changement de mandat ou pas dans la réglementation du Conseil général? Préciser? Est-ce qu'on sait si cette commission, elle peut perdurer? Oui, mais c'est-à-dire que vous avez un mandat de 2 ans et demi, et puis il y aura une autre assemblée dans 2 ans et demi. Donc c'est acté pour toujours, il y aura une assemblée citoyenne c'est notre majorité. Jusqu'en 2028, oui. Après, je ne sais pas si notre majorité est réélue, certainement. Sinon, je ne sais pas. On n'est pas sur une compétence ou sur une mission obligatoire du conseil départemental. C'est notre majorité qui a souhaité, c'est une volonté politique de mettre en place cette commission citoyenne. Nous, effectivement, on s'engage à la faire vivre durant la durée de notre mandat. Après, au-delà, s'il y a une autre majorité qui se met en place et qui décide de ne pas poursuivre aussi bien cette commission que le budget participatif, oui, ça c'est parfait, c'est le jeu politique, c'est parfaitement possible. Ça n'est pas une obligation institutionnelle. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il y ait les deux, c'est que l'Assemblée départementale puisse vous poser directement des questions et après à vous de voir comment on en débat et comment vous y répondiez. Mais effectivement, c'était logique qu'à partir du moment où on met en place une Assemblée citoyenne, qu'elle aussi puisse faire remonter des problématiques. Effectivement, après, voilà, vous l'avez bien vu aujourd'hui, on avance tous à la même vitesse et avec les mêmes incertitudes et les mêmes effets de découverte. Le but du jeu, c'est aussi le rôle de cette Assemblée qui est un travail en tâche de fond, c'est de mettre en place les règles du jeu, les règles, le bon fonctionnement. Et là, pour le coup, on est aussi novice que vous dans l'exercice.
Moi, c'était juste pour dire bravo à tous les groupes parce que je trouve qu'on a vraiment fait un travail superbe. Et j'ai beaucoup aimé le groupe qui a fait le thème des transitions, voilà, avec un intérêt tout particulier pour les économies sociales et solidaires, sur lequel j'aimerais qu'on s'apesantisse si possible, parce que je trouve aussi le principe très admirable et qui bénéficie à tout le monde. Bon, mais s'il n'y a plus de prise de parole, ce que je vous invite à faire, donc du coup, les histoires de tablettes, hein. Signer la lettre d'engagement pour récupérer la tablette, et après on a un petit apéro en salle polyvalente pour clôturer la demi-journée, et on vous enverra certainement une réunion plénière, certainement courant septembre. On va encore finaliser la date, mais on vous enverra tout ça, voilà.